Marie, vas-y, je t'en prie. Et bah coucou, agenda villemberriambugé.fr, ville d'Amberieux, Amberiambugé 2024-2025. Allez, très bien, c'est bon. Ok. Bonjour à toutes, à tous et à toutes les émanations du spectre qui se situent ailleurs, nulle part ou entre les deux. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde, les rires, les pleurs, la vie, la politique, la musique, votre historique, mais avant tout qui refait l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Bravo! Bravo, vous êtes arrivés jusqu'ici, l'hiver est bientôt fini, les jours sont plus longs, ce mois a été plus court, et vous savez ce qui va être plus court aussi ce mois-ci? Mais non Michel, toujours l'esprit tordu celui-ci. C'est ce propos introductif qui sera plus concis que d'habitude. Vos oreilles et vos cerveaux me remercient. Technique, politique, rhétorique, cathartique, poétique, mon iconique équipe de chroniques heureuses est avec moi. Marie et Val, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je voulais qu'on joue au jeu des 7 familles, vous connaissez? Oui. Voilà, sauf que dans mon jeu, il n'y a qu'une famille, hétéro, pas de carte non plus. Donc je vais vous aider, c'est très simple. J'ai déjà les grands-parents, les enfants, le père, il ne reste plus que... La mer. Mais non, le sommet enfin. Allez, depuis Strasbourg, une tisane à la main, elle nous dit santé, hippo, contre quoi tu pousseras ton coup de gueule aujourd'hui? Hello à tous, et bah écoutez, comme d'habitude, je pousse mon coup de gueule contre les hommes et la manière dont sont traitées les femmes dans la santé publique. C'était sa fête le 14 février, mais avec lui c'est tous les jours que l'on célèbre la musique. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras? Aujourd'hui, je vous chanterai les Grammys et les cérémonies musicales. De mon côté, je compterai le jour de mes 20 ans avant de laisser la parole à notre ami, parti vers l'Amérique. Elias, est-ce que tu parles encore du vieux continent au Café du Commerce? Alors tout à fait Erwan, on parle beaucoup du vieux continent au Café du Commerce en ce moment, notamment avec les élections en Allemagne dont je vais vous parler dans un petit instant. Quoi qu'il arrive, sa parole est toujours impeccable. Marie, rassure-moi, tu ne t'es pas mise au gros mot de la fin. Bah Erwan, il faut grandir un peu. Avec elle, nous parlerons peu, mais nous parlerons soin. On commence tout de suite avec le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello Mister, j'espère que vous allez bien en ce mois de février. Qui dit février dit également fin de l'hiver et bientôt début du printemps. Quel plaisir! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et nous concernant tous, la santé des femmes. Tout d'abord, on va aborder le sujet de la santé des femmes mariées et des femmes célibataires. On lit assez souvent que les personnes mariées vivent plus longtemps que les personnes non mariées et ont une meilleure qualité de vie que les célibataires. Et ce chiffre est vrai, mais seulement en partie. Ce sont les hommes, dans les couples hétéros avec enfants, qui ont une qualité de vie supérieure et une espérance de vie supérieure aux personnes célibataires. Quand il s'agit des femmes, la question elle est un peu plus compliquée. En fait, les femmes non mariées sans enfants ont une meilleure vie que les femmes mariées avec enfants. Les femmes célibataires sans enfants vivent plus longtemps, gagnent mieux leur vie, sont moins susceptibles de mourir de suicide, d'homicide, d'accidents de la route, d'être considérées comme anxieuses et dépressives, sont moins susceptibles d'être addictes à des drogues et à des alcools et sont plus épanouies sexuellement parlant. Et tous ces chiffres, quand il s'agit des hommes, c'est complètement l'inverse. Toutes les études révèlent que les hommes ont une meilleure qualité de vie lorsqu'ils sont mariés avec des enfants. En fait, ces chiffres révèlent que les femmes mariées avec des enfants échangent littéralement des années de vie contre celles de leurs époux. Mais c'est pas étonnant quand on regarde la charge de travail et la charge mentale des femmes. Elles s'occupent la plupart du temps du foyer seules, réalisent toutes les tâches ménagères, s'occupent et élèvent les enfants seules, pendant que des hommes vivent leur meilleure vie. Elles ont donc une espérance de vie inférieure à celle des femmes célibataires qui n'ont qu'elles à s'occuper. Je le répète, mais c'est complètement l'inverse pour les hommes célibataires sans enfants. Les femmes se sacrifient pour que leurs époux aient une meilleure vie, sauf que ce sacrifice, il est jamais rendu et les femmes le paient du prix fort, leur vie. Autre chiffre déconcertant, parmi tous les fonds alloués à la recherche médicale, c'est seulement 1% des fonds qui vont spécifiquement à la recherche médicale pour les femmes. Donc les maladies propres aux femmes
concernent que 1% des fonds alloués à la recherche, genre l'endométriose, le cancer du col de l'utérus, le SOPK. Par contre, les problèmes de dysfonctionnement érectile chez les hommes, là tout de suite, ça investit beaucoup plus. Autre chiffre, un grand merci à Marie, les infarctus chez les femmes. Un récent rapport a démontré que la première cause de mortalité chez les femmes, c'est l'infarctus et non pas le cancer du sein. Elles sont moins bien prises en charge pendant et après et également moins bien diagnostiquées. Bref, par rapport aux hommes, elles meurent 2 fois plus que l'infarctus chez les hommes. D'ailleurs, petite annonce, les messages de prévention contre les arrêts cardiovasculaires et les symptômes qui y sont décrits, en fait, ils s'appliquent que aux hommes. Ceci explique cela. Combien de fois on va chez le médecin et on se plaint de nos douleurs et la seule réponse que l'on a en face c'est « Vous êtes juste stressé, faut prendre des vacances ». Facile à dire quand tu as 4 enfants à la maison et un mari qui ne fout rien. Les traitements ne sont pas non plus adaptés aux femmes. Quand ils existent, c'est pas toujours le cas. Et si vous avez le malheur de vous plaindre de la douleur de vos règles, on vous rétorque de prendre la pilule, malgré tous les effets secondaires. Coucou le cancer. Et si vous ne voulez pas, vous allez vous faire foutre. La douleur chez les femmes, on s'en fout. D'ailleurs, dans l'esprit commun, c'est normal que les femmes aient mal et souffrent, ça fait partie de leur vie de femme. Mais, spoiler alerte, ça ne l'est pas. Merci beaucoup Hippo pour ces précieuses informations. Je crois d'ailleurs que la santé est un thème qui te tient à cœur puisque tu as longtemps confondu ta carte vitale avec une carte de fidélité à l'hôpital public. Et oui, Hervan, c'est vrai que pendant assez longtemps, j'ai confondu la carte vitale avec ma carte de fidélité. En fait, c'était un peu la même chose pour moi. Mais on embrasse, ceci dit, la carte vitale. Un très grand merci à la carte vitale française, vraiment big up quoi. Pour rester dans le thème, à la toute fin du mois de janvier, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a publié son bilan 2024, et oui. Alors sur 3190 personnes décédées sur les routes, c'est très joyeux, vous allez le voir, 2477 sont des hommes. Et oui, ça représente 78% des tués sur les routes. Vous allez vite voir où je vais en venir. Hein. En 2024, 75% des blessés graves sont également des hommes. La même année, 84% des présumés responsables d'accidents mortels sont aussi des hommes. Oui, des hommes. Oui, je sais qu'on parle encore des hommes, mais avouez que c'est quand même terrible cette histoire. Est-ce que dans votre entourage, ou parmi l'homme que vous êtes, vous considérez que les hommes ont des comportements plus dangereux que les femmes sur la route ? Je dirais que oui, en tout cas, il y a ce truc de vaillant, entre guillemets, ou je savais pas comment le décrire, qui se retranscrit aussi un peu au volant en mode one life, sauf que, non, j'allais dire un truc terrible, mais one life until there's no life anymore. Bon, 78% d'écart, quoi. Donc, bien sûr, les pauvres, c'est triste quand même comme dénouement, mais ça marque quand même aussi un type de comportement plus à risque en route, quoi. On va marquer d'une pierre cette journée quand même. On plaint les hommes aujourd'hui. Est-ce que toi aussi tu plains les hommes ? Écoute, est-ce que j'ai vraiment besoin de citer comme exemple mon frère qui qui représente à merveille ce qu'on vient de dire, mais qui est le premier à dire femme au volant, me retournant finalement. Voilà. Après, il y a quand même un bon exemple de Hippo qui, je crois, quand elle était jeune, louait la vitesse, mais comme jamais. C'était son dieu, alors qu'Elias est le conducteur le plus safe. Ah bien vrai, sûr, après l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, il est lent. Il est chiant au volant, Oui, en fait, je suis un mauvais exemple de femme qui prend pas de risque, et voilà. T'es une massue au volant, quoi. Hippo, j'ai cru que t'allais citer La quoi ? Là, on est en saturation des plus totales. Hein. Le son n'existe plus, là. Hippo, j'ai cru qu'il allait citer, tu sais, quand en vacances, que t'es la force de... Oh non, Kikette, à bout parent. Mais là, elle a endommagé que sa propre voiture et c'était dans une barrière en barbelé, quoi. Oui, non mais ça n'a pas... Kikette. C'est terrible. Bon, Hippo, Val... pas du tout, vous êtes avec moi, Valentin. Je le suis. Hippo, Elias, qu'est-ce que vous pensez des hommes au volant, en général ? C'est vrai que les hommes, moi autour de moi, il y en a pas tellement, mais je dirais qu'ils ont une tendance à vraiment faire les mecs. Pour impressionner, être en mode vas-y, on roule ville, machin, au mépris de toutes les règles. Bon, c'est vrai que je roule pas non plus extrêmement bien, but ils ont tendance à vraiment prendre personne en compte quand ils roulent, en fait. Enfin, il y a que eux qui existent et leur bolide, ce qui fait tiep, au passage. Ce que je vous propose, c'est de continuer dans le thème du jour avec la santé. Dans Santé Magazine, on apprend que les députés LFI et macronistes, alors je les cite, Antoine Léaumont et Ludovic Mondin, ont un plan commun
pour la légalisation du cannabis en France. Et oui, leur idée serait de créer une agence pour gérer les plantations, les points de vente, les lieux de consommation. Leur rapport parle aussi de dépénalisation de la cocaïne à raison de 3 grammes par personne, le tout couplé avec des actions de lutte et de prévention contre les addictions. Alors les chats, on part vraiment au café du commerce, pour ou contre la légalisation de la drogue? Moi, je suis plutôt pour la légalisation des drogues, notamment le cannabis, parce que c'est un sujet de santé publique. Aujourd'hui, l'usage des drogues, elle est réprimée en France, notamment alors avec des amendes forfaitaires qui ont été mises en place en 2010. Et en fait, on voit que d'un côté, les amendes forfaitaires explosent, et de l'autre, la consommation explose aussi. Que ce soit la consommation de cocaïne, de cannabis ou même de MDMA, il me semble, c'est ça. Et par conséquent, ça montre qu'en fait, la répression, elle fait pas baisser la consommation. Donc, il est primordial de changer d'approche. Et je vais vous parler du Portugal qui a un exemple très parlant. Donc, dans les années 90, le pays il était ravagé par une crise sanitaire liée à la consommation d'héroïne. Et donc, les autorités, au début, ils ont mis en place une politique de répression. Mais après, ils ont changé ça, ils ont axé leur politique sur la prévention. Et donc, comment ça marchait? Lorsqu'une personne a été interpellée avec des stupéfiants, il s'était confisqué. Et en fonction de la gravité, entre guillemets, il s'est orienté vers des structures de prévention et d'aide à la personne plutôt que vers la justice. Et les résultats, ils ont été stupéfiants. On a eu une baisse de la consommation de toutes les drogues, une réduction des overdoses et des infections au VIH, parce que à cause des piqûres de drogue, il y avait une hausse des VIH, et donc grâce à cette politique-là, il y a eu une baisse des infections au VIH. Et en plus de ça, cette politique, elle permet de concentrer en fait les policiers et même la justice sur les vrais criminels qui sont pas le simple consommateur qui est dans une situation de dépendance, mais le producteur et les trafiquants. La drogue au sens large, mollo. Enfin, Ouais. j'ai déjà entendu le cannabis et tout, enfin, la volonté de légaliser le cannabis, mais là, si on part carrément sur de la cocaïne et tout, enfin, je suis un peu peut-être mariaque ou quoi, mais niveau santé publique, je trouve pas ça forcément dingue. Non. Après, peut-être qu'on dit ça parce que c'est genre, on va se dire, on accepte le palier du dessus, mais pas celui qui va trop loin, parce que pour l'instant, on se limite à 0 drogue, donc il y a peut-être ça aussi qui joue, je me dis. Après, je crois ça, enfin, en fait, non, mais apparemment, non. Je sais pas comment formuler ça, mais il semblerait quand même que le cannabis, certes, ça te crame les neurones à la longue, mais il y a quand même des conséquences moins graves en termes de addiction, je sais pas, mais en tout cas, mort à la fin, alors que, cocaïne, etc., c'est quand même, c'est des drogues lourdes, quoi. Enfin, je me dis, même par exemple en Allemagne, où ils sont quand même relativement à cheval sur les... Bon, c'est peut-être voué à changer, mais à cheval sur les règles, c'est légal, le cannabis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme Oui. si ça n'existait pas. Là, il y a un chiffre de l'Observatoire français des drogues. Le cannabis, c'est 5 millions d'usagers en France. On est les plus gros consommateurs d'Europe. Je pense qu'on vit aussi dans un microcosme où personne, ou très peu de nos entourages, consomment de la drogue. Et je crois qu'on omet légèrement que cette consommation est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Ouais. Et ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps en soirée que les gens parlent de cocaïne comme ça. Alors Cocaïne, ouais. Ouais. Et de manière complètement random. Alors que je me disais que c'était quelque chose de pas du tout courant. Alors qu'en fait, dans leur cercle à eux, oui. Puis il y a aussi le truc de, si on légalise, est-ce que les gens vont aller chercher pire, entre guillemets, mais pour moi, je vois pas en quoi le fait que ça devienne soudainement légal, tu te dises, je vais tester ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas encore, tu vois. Et à la limite, ça ferait peut-être des taxes en plus, et puis je me dis, au-delà de ça, ça éviterait tout ce qui est guerre de gang. Après, je sais pas s'il y a des guerres de gang juste pour du cannabis en vrai, mais tu vois, ça soustrait certains soucis. En fait, je me dis qu'on est super mal calé sur le sujet. Ouais. On n'est pas du tout En concernés. fait, mais c'est pour ça aussi que je pose la question, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment On est largués. On est largués, hein. En même temps, on ne consomme pas, donc il Oui, n'y a c'est pas ça. de... Aucun d'entre nous n'a jamais consommé de manière récurrente, voire, à mon avis, on est une majorité à jamais avoir touché. Testé, ouais. Et je pense qu'on est vraiment une exception parmi la France. Bon, alors, à voir si on est toujours des exceptions. Addiction toujours. Du jeudi 6 au dimanche 9 février, le monde a célébré les fameuses journées...
Ah, vous ne savez pas, vous n'avez pas regardé les informations. Non. On a célébré les journées mondiales sans portable. Et oui, Ah. pour l'occasion, le journal La Croix nous proposait quelques chiffres sur notre addiction au téléphone. Alors, 99% des Français et des Françaises de 15 ans et plus sont équipés d'un téléphone portable. Bon, pas très très étonnant. En moyenne, on déverrouillerait notre appareil toutes les 6 minutes, soit 144 fois par jour. Est-ce que vous savez combien de temps on passe en moyenne sur notre téléphone? Toujours par jour, en moyenne. La moyenne française? Je sais pas, je dirais 6 heures. 5, 4. Alors, c'est 3h30. Ah. C'est donc ma moyenne. 5h40, alright. Ouais, vous vous considérez un peu comme des addicts ou pas du téléphone? Alors la question des téléphones portables peut être un peu addict parce que si on me le retire et qu'on me dit bon bah là ma belle tu passes 2-3 jours sans, je vais être un peu en mode comment ça c'est-à-dire? Donc je pense qu'il y a une petite addiction, on va pas se mentir. Bah, moi, je me dis, je vois des potes qui ont toujours plus, donc je me dis, ah, ça va, mais après, bien sûr il y a un truc où, bah oui, je Est-ce que ça te suis manque supérieur quand à la t'es moyenne. Non, ça me manque pas, mais par contre, des fois, j'ai avoir le réflexe mais du coup, je me mets des limites sur des applis que je sais que je consulte fréquemment, ce qui est quand même tragique, en mode, c'est le tel qui te dit, ne viens pas me consulter, d'une certaine manière. Mais par contre, j'observe quand même une diminution parce que j'étais plus vers 6h30 il y a quelques mois encore. C'est Ah ouais. énorme, ouais, Ouais. j'avoue. Moi, je sais que j'avais une consommation moyenne de peut-être 3h30, bah, à peu près la moyenne, quoi. Et j'étais en mode, en fait, c'est beaucoup trop. Du coup, me suis mis des limitations aussi sur certaines applis. Parce que, bah, du coup, on n'a pas le même seuil de beaucoup trop, entre guillemets. Mais j'essaie de réduire. Je dois être à 2h maintenant, à peu près. Ah ouais. 2h30 si je fais la dingue. Ah bah, la La déglingo. dingo. Moi, je sais que je m'endors souvent aussi devant des trucs, Ouais. donc ça me prend... je vais me dire que je peux encore me soustraire 30-40 minutes de trucs où je suis endormi. Sinon... Et toi? Moi, j'avoue, je suis addict. Addict aux transitions vers vos chroniques. D'ailleurs, Val, qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Et bah question, qu'est-ce que je vous chante là aujourd'hui? Je vous chante les Grammy Awards et plus largement les cérémonies musicales. Et j'aimerais d'ores et déjà poser une nouvelle question, quelle est la valeur de leur prix? Bon, pour commencer avec un peu de contexte, les Grammys sont considérés comme la plus grosse soirée de l'industrie musicale, visant à reconnaître l'impact remarquable de chansons, albums et artistes aux États-Unis. Elle existe depuis 1959 et est organisée par la Recording Academy, composée d'un comité de milliers de votants professionnels du milieu, auquel artistes et maisons de disques soumettent les œuvres en vue d'être nominés. Et cette année, c'est Beyoncé, après 99 nominations et 35 victoires, qui s'est enfin vu décerner le prix d'album de l'année pour Cowboy Carter. Cet album poursuit une trilogie visant à réinventer l'image de l'Americana, à savoir tout ce qui représente les traits plus ou moins stéréotypés accolés aux États-Unis, en vue d'en célébrer ses réels fondateurs. Seulement, beaucoup de personnes se posent la question suivante, est-ce que cette victoire est méritée? Beaucoup la déplorent, cette victoire de Beyoncé, affirmant que Billie Eilish méritait amplement d'être couronnée pour son album Hit Me Hard and Soft, sont avancés le fait qu'il ait eu beaucoup plus d'impact, réalisé plus de ventes, qu'il contienne plus de tubes, tout ça avec un nombre de parties prenantes créatives beaucoup plus restreint, son grand frère Phineas. Or, les Grammys se prétendent rétribuer la qualité d'une œuvre et non pas un succès commercial qui traduit déjà une forme de réussite en tant que telle. Alors, question de nouveau, c'est quoi les bails? À vrai dire, c'est difficile de trancher. L'album de Beyoncé, lui, il est remarquable dans le sens où il est rempli de samples d'artistes country noirs qui, aux États-Unis, sont oubliés au sein de la sphère musicale, ce qui contribue notamment à allonger ses crédits. Mais est-ce que c'est aussi une forme de démagogie à laquelle s'est adonnée l'Académie face à la pression de fans mécontents du fait qu'elle n'ait jamais gagné ce prix-là? Elle est quand même la personne la plus nominée et primée de l'histoire des Grammys, donc est-ce que son impact a réellement été effacé au fil des années? Qu'est-ce qui est récompensé en réalité? De nouveau, quelle est la valeur de ce prix? Dans un autre registre, certains débats demeurent au sujet des typologies de catégories et ce qu'elles contiennent. Par exemple, en 2017, Alessia Cara revient en force et remporte le prix de meilleure nouvelle artiste, bien qu'elle ait percé 3 ans plus tôt aux yeux du public, ce qui est sujet à controverse.
À l'inverse, The Weeknd n'est pas nommé du tout pour l'édition de 2021, malgré l'impact fulgurant de ses tubes Blinding Lights, In Your Eyes, etc., ayant accompagné un retour pourtant remarqué des sonorités synthé-pop des années 80. Il a d'ailleurs lui-même déclaré boycotter la cérémonie, refusant que ses titres soient soumis à l'Académie. Boycott auquel il a mis fin cette année. Pour autant, il s'agit plus que d'un prix puisque chaque artiste ayant des Grammys à leur actif se voit souvent décrit par cette récompense, qui confère donc un gage de reconnaissance et de légitimité à leur statut. À l'inverse, c'est aussi un argument pour descendre celles et ceux qui n'en ont jamais eu. Selon une enquête, certes vieille d'une décennie réalisée par Forbes, il s'agit aussi d'un boost qui vient décupler les cachets d'artistes dans le cadre de programmation en festival ou en soirée privée. Règne alors une éternelle insatisfaction. Qu'est-ce qui est rétribué ? La viralité, les ventes, la qualité, l'innovation d'une œuvre, son impact au sein de la société, d'une communauté, de la sphère musicale, qui sait ? En dehors des Grammys, il reste l'alternative des cérémonies où les votants sont les fans, les internautes. Mais là encore, plusieurs biais persistent. L'importance de communautés de fans par exemple au sein de la K-pop rendent leurs idoles constamment gagnantes face à d'autres artistes, au vu de leur engagement important en ligne. Mais est-ce que cet engouement immédiat est témoin de la grandeur d'œuvres et d'artistes à long terme ? À l'inverse, beaucoup déplorent la victoire de certains artistes qui sont décrits comme moins méritants, moins en vogue, notamment chez nous par exemple, lorsque Matt Pokora gagne face à Aya Nakamura. Pourtant, une fois de plus, c'est une question de sollicitation et d'engagement de communauté. Alors, suggestion, n'y prêtez pas attention. Si vos artistes favoris sont encensés de prix, tant mieux, mais s'ils ne s'en voient jamais attribués, ça n'enlève en rien leur place, ni leur légitimité. Pour ma part, je prête davantage attention aux prestations live qu'offrent ces cérémonies. C'est bel et bien la musique qui nous transporte et pas le fait qu'elle soit décorée ou non de prix dont la valeur reste incertaine. Acclamé ou pas, bop ou flop, populaire ou de niche, ce sont vos instants d'écoute et vos moments, alors profitez-en. Mais quelle conclusion de qualité, bravo Valou. Merci. Mais justement, tu parlais de ces artistes qu'on adore et qui ne sont jamais récompensés. Toi, si tu devais récompenser un ou une artiste, ce serait le ou laquelle ? Moi je suis un peu biaisé, mais once again je dirais Cathy, qui n'en a jamais eu. Du tout ? Aucun. Même au prime de sa carrière ? Jamais. Et pour le coup, alors certes c'était un succès commercial à l'époque et elle a jamais eu de succès réellement critique, peu importe les airs d'ailleurs, bop ou flop. Mais je me dis qu'il y a quand même, elle a quand même marqué une décennie dans le sens de si c'est ça qui est récompensé, la dimension remarquable, elle méritait au moins peut-être meilleure nouvelle artiste quand elle a débarqué sur le devant de la scène, ou alors pour des titres comme Firework, comme Roar qui ont quand même un impact. Donc moi je dirais elle. Après il y en a eu plein, Nicki Minaj qui était partout, qui est quand même en termes de rap très forte en tant qu'artiste féminine, rappeuse. Lana Del Rey n'en a jamais eu non plus, alors qu'elle a quand même un style hyper singulier et elle a quand même lancé un peu une vague d'artistes par la suite. Donc voilà, je citerai celle-ci. Toi Marie, t'as un ou une artiste que t'aimerais récompenser ? Qui en a jamais eu, je vois pas forcément, non. Mais pas forcément qu'on a jamais eu, ça peut être Ouais. l'artiste que t'as envie de récompenser, parce que là il y a eu Beyoncé, mais ton album de l'année, Ouais. Moi, Taylor, elle a pas eu de Grammy en fait. Non mais, alors que son album, il était fantastique. Après, les ventes, du coup, elles ont été incroyables, etc. Pareil, les collaborateurs, il y en a eu bien moins, enfin bref. J'étais un peu en mode, Billie Eilish et Taylor méritaient quand même quelque chose, genre vraiment. Après voilà, je comprends que Beyoncé ait gagné, mais en plus ça arrivait vraiment après. C'était pas l'année dernière où Jay-Z il avait dit ouais mais Oui, en gros, il genre était un peu certains de vous qui êtes nominés, qui êtes dans la salle, vous méritez même pas d'être là. Donc tu sais, il y a ce truc où ça fait- en fait- instaure aussi une forme de, puis c'est des gens qui pèsent dans le milieu, enfin. J'aurais aimé qu'elle gagne pour l'année pro, genre enfin si elle faisait un projet, parce que là du coup même pour elle en fait genre ça fait Oui, mais du coup, ça montre bien que ça repose sur quoi? On l'a fait gagner elle telle année, alors que c'est censé de base récompenser une œuvre. Donc en fait, c'est pour mais ça elle a que jamais gagné pour ses autres œuvres. pour jamais album de l'année, non. Ça me fait de la peine quand même. Mais album pop de l'année, ou enregistrement de l'année, ou artiste, mais jamais celui-ci. Val, dans ta chronique, tu nous parles de musique, mais tu nous parles aussi un peu de légitimité des interprètes qui reçoivent ces prix. Et justement, le 14 février dernier, jour de ta fête, se tenait une autre cérémonie, les Victoires de la musique en France. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner le nom de lauréat et de lauréate, et vous devrez tenter de me donner un nom de leur titre, pour voir un peu s'ils pèsent dans notre game ou pas. Ok. Un petit genre qu'on a déjà, enfin ça peut être un de leurs titres. Peu importe s'il a été récompensé ou pas cette année, juste pour voir si ce sont des gens qui sont connus
ou pas du tout, comme tu disais, ou c'est pas forcément des gens qui sont récompensés pour leur vente et leur popularité. On voit la musique. Alors, l'artiste masculin de l'année, c'est Gims. Facile. Bah, facile, le dernier. Bella, je me tire. Ça Est-ce fait que comme tu jamais. l'aimes Ouais. Bravo, ok, test passé. Artiste féminine, Zao de Sagazan. Si, Symphonie des éclairs. Ouais. Bravo. Révélation masculine et chanson de l'année, Pierre Garnier. Je vais garder. Enfin, ce qu'on était là. Ce qu'on était, ouais. Ce qu'on était, bravo. Révélation féminine, Solane. J'ai un ami à la fac qui écoute beaucoup, qui Il y en la a connaît. une qui est connue et vous avez forcément entendu. Pas très connue, mais vous êtes forcément tombé dessus. Vas-y, c'est quoi? C'est Rome. Elle chante, c'est une chienne qui a élevé Rome. Ah oui, oui. J'ai vu le clip. Chienne qui a élevé Oui. Rome. Moi j'ai vu le clip Les récemment, je chiennes crois. comme moi ne sont plus les hommes. Ah, j'ai déjà entendu parler Ouais. de ce. Ok. Voilà. Je suis très contente que Solane ait gagné le prix pour Révélation féminine parce que Rome, c'est vraiment un banger absolu. Allez également écouter Les Ogres. Donc franchement, pour les artistes français, très contente pour Solane. Alors, révélation scène, si vous me trouvez un titre, je ne connaissais pas cette personne. Elle s'appelle Yoa. Pardon, mais non. Je la connais pas. Non J'ai plus, écouté je n'ai vite pas. fait, c'est sympa. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Matcha Queen, que je trouve ça un peu drôle. Voilà, elle est peut-être la streamer, c'est marrant. L'album de l'année chez nous, ça n'est pas Beyoncé, c'est Santa. Est-ce que vous avez un titre? Recommence-moi. Ok, ouais. Et puis Popcorn Salé. Ouais, Popcorn Salé. J'aime pas du tout cette chanson. Ah. c'est vrai. Et le concert de l'année, est-ce que vous savez qui a eu le concert de l'année? C'est bien, je trouve, comme prix. Je savais pas que ça existait. Concert 2024, du coup. Je m'intéresse pas assez à la culture. En France, oui, bah oui, En forcément. France, ouais. Qui est parti en Ça tournée. s'appelle des Belges, peut-être, je me dis. C'est un groupe? C'est une femme? Non, C'est un homme, donc. Ouais. Je ne sais pas. c'est pas un chanteur. Molière. Non. Molière, la comédie musicale, mais non. Non, c'est Thomas Joly. Celui Ah, qui a ok, fait la les cérémonie JO. d'ouverture clôture Oui, des ok. Olympiques Paralympiques. Oh, Voilà, mérité, c'est ça lui va. qui a eu la récompense. Sympa. Moi, je trouve ça sympa. Et bon, alors, on parlait du 14 février, on va quand même pas passer à côté. On fait le résumé du mois de février. On va quand même parler de la Saint-Valentin. C'est l'occasion pour moi de vous demander quelle est votre chanson d'amour préférée. Ouh. D'amour ou de rupture? Enfin, d'amour joyeux. Bah, comme tu veux, la question est ouverte. D'amour préféré, je sais pas, mais je vais peut-être faire un tapin, mais Vivo per lei, qui est pas ma préférée, mais qui est une déclaration d'amour à la musique. Oui. Donc, Avec Hélène Segarra? oui. Ah oui, quelle Ok. version, c'est vrai, parce que tu m'as appris qu'il y avait... des Oui, versions espagnol, italien, français et allemand, Allemand, c'est que ma super mère drôle. chante. Non, je dirais la version Bruno Pelletier, pour le coup, et Hélène Segarra. Ah Hmm. Ah oui, même Version pas Andrea live. Bocelli. Non. Si on parle amour, je dirais Secret Love Song. Même si c'est pas. Enfin, des Little Mix. Solo ou partie 2 ou avec Jason Derulo? Sans Jason Derulo. Oh, c'est si précis. j'ai pas du tout là. Ou Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Parce qu'elle a quelque chose pour moi, genre. Moi, c'est clairement Et celle-ci. hein. c'est celle-là, toi? Moi, c'est clairement celle-ci. J'ai Hmm. pleuré un nombre incalculable de fois. Cette chanson, je la connais par cœur, je peux encore pleurer dessus, mais la version studio, c'est ça qui est fort. C'est fort. Fort. C'est ça qui est fort, c'est que je peux pleurer même sur la version studio, ce qui est quand même assez rare. Oui. Une fois que tu la Donc connais, c'est la li- chanson, ouais. Je capte. et elle, je sais pas, elle provoque des choses chez moi. Et vous, Hippo, Elias, qu'est-ce que vous écoutez en chanson d'amour? Quand j'étais au collège, j'écoutais beaucoup All of Me de John Legend parce qu'en fait, je faisais des sortes de colonies de vacances en Irlande du Nord et du coup, en fait, c'était vraiment l'époque où il y avait eu cette chanson et donc tout le monde l'utilisait, donc vraiment c'était grave à la mode entre guillemets et du coup, je l'utilisais, enfin, je l'écoutais beaucoup, donc je l'aimais beaucoup. Et on n'a pas fini de chanter, non, puisqu'il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, mais oui. Le 18 février, j'ai fêté mes 22 ans. Oui, j'ai fêté ça comme il se doit. Petit karaoké avec ma sœur, des amis et des vieux mâles blancs qui passaient par là. Franchement, je vous adore. Merci Michel, mais tu peux retourner t'asseoir et essuyer la mousse que tu es sur le coin de la barbe. Voilà, merci beaucoup. Super soirée, franchement, mais qui détonne un peu avec ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Attention, story time. À l'époque, ma santé mentale est aussi éclatée que la cote de popularité de Macron ou la carrière musicale de Scheim.
Désolée, Val. Arène. Mais c'était pas grave, non, c'est pas grave, parce que j'allais fêter mes 20 ans. Pour la soirée du samedi soir, je prépare un quiz sur mon Erasmus, un mini-concert avec le groupe de mon papa, et une playlist de folie. Mais vraiment, dès le départ, je le sens pas. Ma tenue est affreuse, mon maquillage est dégueu, visuellement, vous pouvez imaginer une vieille divorcée. Alors, je ne dis pas ça parce que je fais du sexisme ou de l'agisme, mais bien parce que je chie copieusement sur l'institution du mariage. Bref, je finis la soirée épuisé, mais après l'effort vient Le réconfort. la double peine. Et pour mes 20 ans, je dois aller prendre un Flixbus à 6h du mat avec plus de 20 kilos de bagages. Je déménage seul à Paris pour un stage qui commence le lendemain. Au volant du bus, un conducteur annonce au micro: les toilettes ne sont prévues que pour les besoins de première nécessité. C'est quoi les premières nécessités? Non mais franchement, on a le droit de faire pipi ou pas? Apparemment non, puisque le gars a hurlé sur une meuf qui sortait du cabinet. Je me suis aussi fait bully parce que j'avais mangé dans le bus. Voilà, on retient ses larmes et comme dirait Tal, on avance, on s'élance. Allez, arrivé gare de Lyon, je vais pour prendre le RER et en bon paysan que je suis, je coince ma valise dans les portiques. Alors avec ma santé mentale de carrière de Scheim et mes larmes séchées, j'arrive donc vers un contrôleur RATP. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à décoincer ma valise s'il vous plaît? Ce à quoi on me répond: mais vous pouvez pas faire attention, ça se trouve elle va être cassée votre valise, et vous allez dire quoi, que c'est moi qui l'ai pété, puis vous allez porter plainte? Alors non, tu te doutes bien que si la police ne prend pas les plaintes pour viol, je vais pas me faire chier à aller porter plainte pour une valise, Bref, le gars décoince ma valise, qui sort intacte, je le remercie, puis je chiale. Ah oui, je pleure copieusement, comme dirait mon ex, il y a un moment, faut que ça sorte. J'arrive à la Défense, bouffi de chialade, vraiment. Un bus finit par arriver au bout d'1 heure. Enfin, je pose les pieds dans mon nouvel appart, une colocation de 30 mètres carrés loi Carrez, bien située, dans une villa de proche banlieue de Paris. Bon, ok. Non, j'avais trouvé un logement au sous-sol de chez une vieille dame, à côté de Saint-Cloud. Et mon voisin direct, c'était un golf. Golf où se trouvent des hommes blancs en polo rose rentrés dans le chino, armés de bâtons en métal. Moi, j'appelle pas ça un golf, j'appelle ça une raison de plus d'être misandre. Point positif quand même, les colocataires étaient hyper silencieuses. En revanche, elles ne payaient pas le loyer. Eh ben non, puisque les colocataires étaient des fourmis. Fourmis qui se déplacent sur les surfaces rouillées et moisies, aka le sol et les murs de mon logis. Pas de lumière naturelle, sous-sol oblige, pas de wifi, le tout pour 1000 balles en moins sur mon compte, 500 pour la caution et 500 pour le premier mois de loyer. Autant vous dire qu'à ce moment-là, ce ne sont plus des larmes qui coulent, mais directement des petits bouts de ma dignité, comme ça. Alors, je vous rassure, l'histoire ne s'arrête pas là, j'ai tellement kiffé mon stage que je suis resté, j'ai continué de bosser à Paris et j'ai déménagé. Pour conclure, afin que tout le monde se détende, je vous propose que tous ensemble, on crie l'insulte de notre choix. Voilà, ce que vous voulez vraiment, mais seulement si vous me suivez. Ça vous dit? Allez, c'est parti, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Enfoiré! Merci beaucoup. Bon, je vous l'accorde, ma chronique n'était pas des plus actuelles, du coup je vous propose de commenter quelques titres de presse datés du jour de mon anniversaire. Allez, France Info, 18 février 2025, guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas annonce qu'il va restituer 4 corps à Israël. Guerre en Ukraine, bon, non. Bassin d'Arcachon. Huîtres contaminées. L'enquête se poursuit. La Poste. Bon. Le service de courrier s'écroule. C'est des vrais titres, tout ça c'est le même jour. Oh Maine-et-Loire. Un homme de 50 ans mis en examen après un féminicide. Avignon. Un mort et un blessé après un règlement de compte. Politique. Le Sénat adopte une loi pour interdire le port du voile dans le sport. Agriculture. Vers un retour des pesticides. Bon, vraiment, on abandonne l'idée. Moi, au départ, j'étais parti sur une revue de presse. Je me suis dit, mais on va chialer. Voilà. Alors, je vous propose plutôt un moment sophrologie. Voilà. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous partager? On est réunis tous ensemble. Voilà. On va bientôt à Paris, mais ça sera pour le mois de mars finalement. J'ai eu des réponses pour mon stage, négatives, mais des réponses. Et je considère déjà que c'est une bonne chose parce qu'on est souvent ignoré en tant que personne qui candidate. C'est du respect. Voilà. J'ai Elias qui me met une suggestion directement sur mon document, qui est normalement une pièce sainte, qui me met la fin de TPMT sur la TNT. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à partager pour ce mois-ci? Déjà, voilà, ma sœur a eu 17,5 un semi-partiel à la fac, donc
Voilà, c'est excellent. C'est vrai qu'il y a quand même eu des bonnes nouvelles ce mois-ci, mais elles sont souvent moins mises en lumière que les mauvaises nouvelles. Alors, en termes de bonnes nouvelles, bah voilà, il y a la fermeture définitive de TPMP sur la TNT. Ça, c'est excellentissime. Après, il y a d'autres projets de loi qui sont passés, notamment, il me semble que il y a un projet de loi sur les polluants éternels qui a été voté, donc pour lutter contre les polluants éternels, qui a été voté à l'Assemblée nationale, il me semble. Et il me semble qu'il y a également une taxe sur la taxation, un texte de loi sur la taxation des super riches, qui est notamment ce qu'on appelle l'impôt Zuckman, qui a été voté à l'Assemblée nationale, si je me trompe pas. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est de très bonnes nouvelles. Oui, mes bonnes nouvelles du mois, c'est que j'ai acheté plein de places de concert pour les concerts à venir et que je vous vois la semaine prochaine sous un grand banger. Moi, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai reçu mes résultats de partiel. Ma Oh. plus mauvaise note, c'est 14. Oh, Putain, t'as d'être ça? Ah, Ouf. vraiment, Ah, j'ai punaise. jamais- un grand bravo. Et peut-être, bonne nouvelle un peu plus inclusive et concernante, il y a une déclaration européenne des droits de l'animal qui a été votée. Ah, C'est trop bien. sympathique, c'est mignon. Signée par plusieurs villes, dont la ville de Strasbourg, RP Zadipo. L'idée de ce texte, paru le 17 février, juste la veille de mon anniversaire, ça compte encore un peu, c'est de mobiliser contre la cruauté et les mauvais traitements qui causent la souffrance chez les animaux. C'est une action aussi de sensibilisation, d'éducation et de protection du vivant. La charte propose, et ça c'est intéressant, de reconnaître une personnalité juridique aux animaux, une personnalité incarnée par une autorité administrative indépendante du nom de défenseur des animaux. Selon vous, qui pourrait représenter le mieux la voix des animaux? En termes de personnalité, Ben oui, parce qu'en fait, je me suis politique. dit, mais qui? Des assos, C'est pas moi des qui vais soignants, vous fournir des la- vétos, enfin en fait, qui Ah, est-ce qu'on pourrait avoir dans ce sens-là. Un peu de tout ça, non? Enfin, une sorte de corps qu'on créerait où il y Mm. aurait tous ces gens, enfin, plein de gens de ce milieu-là rassemblés, non? Mais j'ai une question, c'est juste déclaratif ou c'est contraignant? Non, c'est juste déclaratif, mais l'idée c'est plus de faire de la com et de dire, de mettre ce débat sur le devant de la scène. Parce que quand bien même on parle déjà très peu d'écologie, on parle encore moins de sensibilisation à la maltraitance des animaux, qui est quand même assez courante, hein, somme toute. Mm. Donc l'idée c'est plutôt d'alerter, et il y a plein de villes qui se sont engagées, donc je ne sais pas de quels actes sera suivie cette déclaration, mais en tout cas elle existe. Bon. Donc C'est peut-être mignon. qu'on pourra s'y référer un jour. Et en parlant de représentants idéal pour les animaux, l'Allemagne était appelée aux urnes pour élire ses députés le 24 février dernier. On en discute tout de suite avec Elias depuis son café du commerce. Merci Erwan. Alors aujourd'hui, on va parler des élections allemandes. Et spoiler, c'est pas la teuf pour la gauche. La CDU, qui est la droite conservatrice, l'emporte avec 28% des voix. L'AfD, qui est l'extrême droite néo-nazie, cartonne à 20%. Le SPD, quant à lui, s'effondre à 16% et les Verts prennent une claque. Bref, l'Allemagne glisse sévèrement à droite. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Die Linke, qui est la gauche radicale aka LFI version allemande, fait un comeback inespéré. Allez, je vais vous décrypter tout ça. Alors oui, Friedrich Merz et la CDU arrivent en tête. Mais franchement, 28% pour un parti qui fait traditionnellement plus de 50%, c'est pas un rat de marée, c'est plutôt un rat de baignoire. On est loin du bon vieux temps où la CDU tapait du 40% les doigts dans le nez et leur victoire ressemble plus à un service minimum qu'à un plébiscite. Surtout que pour gouverner, Merz va devoir jouer au Tetris avec les coalitions. Une alliance avec le SPD? Possible, mais vu leur score catastrophique, ils doivent être en train de pleurer sous une couverture avec du thé à la camomille. Et les Verts dans tout ça? Ah, eux. Ils ont tellement viré à droite qu'ils se sont perdus en chemin. 12% des voix. Et une passion soudaine pour la hausse des dépenses militaires. Ah bah oui, quitte à couler, autant le faire en F-35 américain. Ah, parlons de Friedrich Merz. Ancien patron de BlackRock en Allemagne, multimillionnaire, propriétaire d'un jet privé, un homme qui connaît la vraie vie. Il prône un bon gros choc libéral en osant plus de capitalisme pour relancer l'économie allemande actuellement en récession avec son agenda 2030. Baisser de 30% à 25% les prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises, de quoi achever un état social déjà passablement ébranlé. Et pour ne pas laisser l'AfD seule à droite, il en reprend même certaines idées, notamment sur l'immigration, en se prononçant en faveur d'une culture de référence, la Leitkultur allemande, à laquelle ces immigrés seraient contraints de se soumettre quand ils seront candidats à leur entrée en Allemagne. Le vrai drame dans cette élection, c'est la percée monstrueuse de l'AfD. 20% des voix, deuxième partie d'Allemagne, et pourtant, c'est pas faute d'avoir accumulé les casseroles. Entre les liens
avec des réseaux néo-nazis et leur politique économique façon Chicago Boys sous stéroïdes, ils devraient faire flipper tout le monde. Mais non. Pourquoi? Parce que la précarité explose, que le modèle social allemand craque et que l'AfD joue habilement sur le ressentiment. Ce qui est dingue, c'est qu'ils séduisent les ouvriers en promettant encore plus de dérégulation et moins d'état social. C'est comme si un mec était en train de se noyer et qu'on lui envoyait une enclume pour l'aider. Et là, accrochez-vous. On a Elon Musk en roue libre totale qui décide d'apporter son soutien. Non seulement il s'affiche avec Alice Weidel, la chef de l'AfD, mais en plus il balance tranquillement que l'AfD n'en a pas à en vouloir pour le passé de l'Allemagne. Oui, vous avez bien entendu pour Elon. Les héritiers politiques des nazis n'ont pas à se sentir concernés par les nazis. On a un niveau de déni historique qui défie l'entendement. D'ailleurs, si certains doutaient encore du caractère néo-nazi de l'AfD, ils nous ont bien facilité la tâche avec leur propagande électorale, une affiche montrant des parents formant un toit au-dessus de leur enfant avec leurs bras, sauf que le geste est un symbole nazi à peine déguisé. Et pour enfoncer le clou, leur slogan Alles für Deutschland ressemble un peu trop au fameux Alles für Deutschland, cri de ralliement des SA et des SS qui est aujourd'hui interdit en Allemagne. Coïncidence? Je ne pense pas. Et le pire, ils reçoivent des soutiens de poids. Entre Musk, J.D. Vance, bras droit de Trump, on commence à voir un axe transatlantique se dessiner entre l'extrême droite américaine et allemande. On savait que le capital n'avait pas de frontières, mais là, même l'idéologie suit. Et pendant ce temps, le CDU qui prétend incarner la Ligue républicaine commence à montrer des sérieuses fuites. En décembre, elle a déjà voté main dans la main avec l'AfD une loi sur l'immigration. Combien de temps encore avant que ce cordon sanitaire ne devienne un simple mythe? En Allemagne, mais aussi en France, on voit les mêmes dynamiques à l'œuvre. Un pouvoir libéral qui refuse de lâcher le pouvoir, qui met dans le même sac extrême droite et gauche radicale, mais qui finit toujours par dîner avec l'extrême droite quand ça l'arrange. Et ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce que décrit Johann Chapoutot dans son livre Les Irresponsables, comment les élites économiques et politiques ont installé les nazis au pouvoir dans les années 30, et comment on retrouve aujourd'hui les mêmes signes avant-coureurs. Cure d'austérité, 49-3 répétitions, attaque contre la gauche et complaisance envers l'extrême droite. L'histoire bégaye et ça ne sent pas bon. Mais allez, un peu d'espoir dans ce monde de brut. Die Linke, donné pour mort il y a quelques mois, a fait un vrai retour sur la scène politique avec plus de 8%. Et ça, c'est une sacrée surprise. Pourquoi ce rebond? Parce qu'ils ont enfin arrêté de faire de la figuration et sont revenus à un discours clairement de classe, contre la précarisation, contre les collusions AfD-CDU, sur l'immigration et pour un vrai projet d'alternative au capitalisme dérégulé. Résultat, 200 000 jeunes ont rejoint le parti pendant la campagne. Alors oui, l'Allemagne vire à droite, et oui, l'AfD grimpe à des niveaux inquiétants, mais on ne va pas se contenter de regarder l'histoire se répéter en spectateur passif. Ce qui se passe en Allemagne, c'est un avertissement. Ce qui se passe en France, c'est un écho. L'extrême droite prospère sur les crises et les libéraux sont bien trop souvent leurs complices par lâcheté ou par calcul. L'histoire l'a déjà prouvé. Quand les conservateurs et le patronat ont le choix entre la gauche et les fascistes, ils ont trop souvent choisi les fascistes. Alors, la question est simple. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va continuer à regarder les digues céder une à une sans rien dire? Ou est-ce qu'on va relever la tête, s'organiser et construire une alternative solide, populaire et intransigeante? Le rebond de Die Linke montre qu'il y a une demande pour ça, que quand la gauche parle aux classes populaires, elle peut les ramener du bon côté de l'histoire. L'AfD monte, le RN grimpe, les libéraux vacillent, mais rien n'est écrit d'avance. Ce qui fera la différence, c'est nous. Alors on se bouge, on milite et on fait en sorte que la prochaine fois, ce soit notre camp qui fasse la percée. À bientôt et surtout, ne lâchez rien. Merci beaucoup Elias pour ce tableau politique apocalyptique. Tu parles d'un rebond de Die Linke, ce petit parti de gauche, mais leur score est quand même de 8,8%, ça casse pas si patin un canard non plus. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un rebond? Comme tu dis, le score de Die Linke, voilà, c'est pas un score exorbitant, ils font entre guillemets que 9%. Quand on compare avec l'AfD qui fait 20%, c'est vrai que c'est pas énorme. Alors, il faut quand même regarder un peu l'historique du nombre de votes que le Die Linke avait. Il y a quelques années en arrière, ils avaient eu un peu plus de 5%. Il y a une époque, ils avaient eu moins de 5%. Dans les élections fédérales, ils faisaient pas non plus des scores énormes. Et puis aussi, il y avait eu des divisions au sein de Die Linke. Il y avait eu des problèmes avec Sarah Wagenknecht qui a créé son propre parti, le BSW, donc la direction de Die Linke. Et puis aussi à la direction de Die Linke, ils avaient changé de stratégie. Ils avaient fait une stratégie un peu moins lutte des classes, un peu plus, on va dire, social-démocrate. Et là, quelques semaines avant les élections, ils étaient crédités à moins de 5%. Et là, on a eu une remontée fulgurante de Die Linke qui a atteint quasiment 9% en quelques semaines. Et en fait, c'est grâce à leur changement de stratégie qui ont
Ils vont opérer une stratégie plus lutte des classes, intersectionnelle, avec notamment une opposition au discours sur l'immigration du CDU et de l'AfD. Et ça les a fait gagner en popularité. Bon alors, dans tous les cas en France, on n'est pas beaucoup mieux lotis, vous le savez, Elias l'a rappelé. Vendredi 7 février, d'ailleurs, notre cher Premier ministre François Bayrou, interviewé sur RMC, a proposé un débat sur le thème de l'identité nationale. Pour cesser de reprendre simplement le discours du gouvernement, je vous propose plutôt d'interroger les termes mêmes du débat, tous ensemble. Alors question, selon vous, est-ce qu'on devrait débattre de l'identité nationale en France ? Bah, étant donné que c'est un thème d'extrême droite, non. Vraiment. Ça dégage. Voilà. Bah ouais, je sais même pas à quoi ça fait référence, du patriotisme, le fait on sait pas en fait se considérer en tant que Français, en tant que nation, est-ce que c'est se définir par ça avant tout, que c'est géographie, enfin C'est ça, il parle des droits, des devoirs, mais en fait, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, identité nationale ? Moi, c'est ça dont j'ai peur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de définir ce truc ? Est-ce que c'est pas un truc pour exclure aussi les autres ? De dire, bah nous, on est identité nationale, et du coup, tout le reste, ça dégage, quoi. C'est ça, être porte-drapeau, mais qu'est-ce qu'on met derrière le drapeau, quoi. Oui. Donc bon. Et vous, Hippo Elias, à votre avis, est-ce qu'on devrait débattre de cette identité nationale en France ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Identité nationale, je trouve que ça ne m'évoque pas grand-chose, si ce n'est l'extrême droite. Donc, un peu tragique. En fait, c'est un débat qui déjà est une victoire pour l'extrême droite, et rien que le fait de poser la question, c'est une victoire pour l'extrême droite, parce qu'en fait, ça va reposer sur une vision essentialiste, figée de la France, et en fait, ça va rejoindre par conséquent les thèses du grand remplacement et l'idée qu'il existe une culture, une identité française pure qui est menacée par l'extérieur. Mais même en Allemagne, le fait que, on en parlait l'épisode dernier, mais le fait que là, bah, ils arrivent à s'imposer via des financements outre-Atlantique, du coup, ça fait chier. Parce que du coup, la thune, quoi, comme d'hab. Je sais pas s'ils sont financés vraiment par Musk, mais en tout cas, ils sont soutenus médiatiquement. Ouais. Ce qui est beaucoup aussi. Enfin, il y a une Certes. influence médiatique, il y a une influence économique, enfin, il y a plein de facteurs. C'est même plus important, je dirais, non ? Peut-être. Bon, après, c'est souvent quand même les candidats qui ont le plus de thunes qui gagnent. C'est rare qu'un petit parti animaliste ait remporté des élections, quoi. J'avoue. Enfin bon, il y a quand même des gens qui s'opposent à ce débat, parmi eux l'incorrigible Méluche, qui depuis quelque temps a proposé un nouveau terme, celui de créolisation. Alors l'idée de la créolisation, c'est que notre culture française, selon lui, s'hybride, se mélange, évolue avec et grâce aux arrivées de celles et ceux qui arrivent sur notre territoire. Alors ce concept, il s'oppose complètement à celui du grand remplacement, évidemment, parce que là c'est plutôt une hybridation. Mais globalement, est-ce que vous avez le sentiment que cette culture française s'est hybridée du fait de l'immigration ces dernières années ? Bah, après, il va de soi qu'on n'a pas la même culture qu'au XVIe siècle, par Oui. exemple. Oui. Mais, Ou même qu'il y a 100 ans. ouais, après, pour moi, ça fait partie, je pense que oui, et c'est normal, ça fait partie de l'évolution d'une culture. Pour moi, une culture a besoin des autres cultures pour évoluer, pour se dynamiser, je sais pas. Mais en fait, je pense que la culture française, elle change et elle évolue constamment. Mais c'est normal, au-delà du fait que ce soit souhaitable, c'est même normal. La culture française, c'était pas la même il y a 10 ans, c'était pas la même il y a 20 ans, c'était pas la même il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Enfin, ça évolue et ça change complètement, constamment. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'en fait on en fait tout un pataquès. Moi, la question, je la pose parce que, en fait, j'ai le sentiment que il est un peu en train de virer sur les thèmes de l'extrême droite. Pour le coup, une créolisation, ça voudrait dire que vraiment l'immigration, en tant que telle, là, actuellement, elle a un impact sur la manière dont on se voit comme français. Moi, dans tous les jours de ma vie, ma culture, elle change pas. Enfin, je veux dire, Oui. Oui, j'écoute du Aya Nakamura, mais en fait, je sais même pas quelle génération c'est d'immigration. Enfin, en fait, c'est pas parce Oui. qu'elle est noire que ma culture, elle s'hybride ou elle se créolise, quoi. Et j'ai un peu l'impression qu'il essaye de rameuter des gens, mais que c'est quand même... Enfin, moi, je Avec trouve des le terme mots-clés un maladroit. peu similaires, ouais. Je sais pas, moi je le comprends à peine. Enfin, tu nous l'as défini, mais rien que enfin, c'est pas évocateur, Bah, c'est que ça renvoie aussi au colonialisme, hein, la C'est ça, créolisation. c'est ce que j'allais dire, c'est pas dingue. C'était ma forcément. question, c'est lié à ça ou pas, créole? Bah oui. Les créoles, au départ, c'est ça, c'est une hybridation de la langue. Enfin, le créole, c'est une hybridation du français avec le parler des Antilles. Et en espagnol, les créoles, c'est les couples mixtes entre colons espagnols et Ok. locaux sur place. Ouais, c'est peut-être
un peu pas le meilleur des choix, quoi. Douteux comme... Il y avait mieux à faire, quoi. Après Méluche qui... Enfin, bref. Est-ce que Elias défendra Méluche sur cette question? Alors oui, je trouve que même encore actuellement, une culture, c'est toujours hybridé, enfin c'est toujours créolisé. On n'a qu'à regarder au niveau de la langue avec des nouveaux mots, de nouvelles expressions. Par exemple, prenons kiffer qui vient de l'arabe, il me semble, ou même wesh. La musique, il me semble, je pense que Val pourrait mieux en parler que moi encore une fois, mais il y a, enfin, ou même Hippo avec BTS, enfin, c'est beaucoup plus, enfin, on s'ouvre beaucoup plus à des nouvelles, enfin, des nouveaux styles de musique. La gastronomie, voilà, on est bien, enfin, dans la campagne, on entendait beaucoup parler de le couscous, c'est le plat numéro un des Français. Donc, même au niveau de la gastronomie, ou même, enfin, voilà, il y a de plus en plus de restaurants asiatiques qui ouvrent en France. Donc, En tout cas, il y en a une qui s'est hybridée le mois dernier. Et oui, toujours chargée de son mot de la fin, Marie a évolué au gré du mois de février, et on l'écoute tout de suite. Hello jeunes gens! On s'est tous déjà regardé dans un miroir, en se brossant les dents, pour juger une coiffure, habillé, nu, au travail, dans la rue, seul ou à plusieurs. Mais que regarde-t-on au juste? Pour cette chronique, j'ai souhaité réitérer l'expérience. Je vous invite à en faire de même. Mettez ce podcast sur pause, installez-vous devant un miroir, une porte de micro-ondes, l'écran de votre téléphone et... observez. Que voyez-vous? Moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est mon nez. Écarlate, de jour comme de nuit. J'ai le même que ma mère, mais le sien est bronzé. Mes cheveux, eux, n'en font qu'à leur tête. Rebelles, artistes incompris, anticapitalistes. Oui, il est temps que j'aille chez le coiffeur. Ah, et j'ai un grand front. Pas aussi grand que le culot de Macron, mais quand même. J'adore mes fossettes. Mon sourire, de manière générale, est assez agréable. Pas très harmonieux, mais rieur, plein de vie. En revanche, mon regard me trouble. Il est mélancolique, je crois. Bon, rien de très étonnant, je suis poisson. À force de me mirer, j'en suis arrivée à un constat aussi attendu que déconcertant. Les traits de mon enfance me semblent lointains, à commencer par cette satanée carnation pivoine. Oui, parce qu'à la base, je suis quand même métisse, hein. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air d'un clown en état de décomposition? Enfin, maman, fait quelque chose. Bref, il y a quelques jours encore, j'ajoutais une énième année à cette vie déjà mouvementée. J'avoue que ce constat me laisse un peu de marbre. Une de plus, une de moins, quelle différence? En plus, c'est moche, 23 ans. Un 2 et un 3 qui se suivent, non mais franchement, quelle idée. Ce nombre, pour moi, il se range dans la même case que le 19, les limaces et Eric Ciotti. Mais bon, on m'a dit que j'avais grandi. Encore. Grandir, vous l'aurez compris, il s'agit de notre mot du mois. Généralement, on qualifie une chose de grande lorsqu'elle atteint toute sa taille. Titre. Grandir... Grandir, si j'en crois mon dictionnaire, c'est devenir plus. Plus fort, plus mature, plus imposant. Je suis donc plus. Plus que l'année précédente, mais moins que la prochaine. Plus d'accord, mais plus quoi? Imposante? J'en doute, mais 1m60,5 me nargue depuis longtemps déjà. Forte? Peu probable si on considère que je galère à soulever le chat de ma mère. Bon, après il pèse quand même 7 kilos. Bisous. Plus quoi alors? Mature? Comme Véronique, femme mûre à quelques pas de chez moi. Non, mais sérieusement, c'est quoi grandir en vrai? Délaisser Pokémon pour le nouvel air fryer? Ne plus assumer les lendemains de soirée? Klaxonner dans les bouchons? Déclarer ses impôts? Le fameux « à mon époque, quand j'avais ton âge ». Si on passe notre vie à grandir, est-ce qu'on devient vraiment grand un jour? Est-ce qu'on se réveille un matin en réalisant qu'on a atteint toute notre taille? Est-ce que grandir a une fin? Ou cela se limite-t-il à être plus grand qu'hier? Est-ce qu'on peut rapetisser du coup? Comment est-ce qu'on le mesure? Suis-je plus grande qu'au début de cette chronique? Pourquoi? Et au fait, est-ce que c'est une bonne chose de grandir? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'en grandissant, on efface peu à peu la personne qu'on était auparavant? Est-ce qu'on change tout? Est-ce qu'on doit tout changer? Ou juste faire le tri avec notre système de valeurs qui lui-même est en perpétuel changement? Ça y est, j'ai mal à la tête. Mais j'ai encore une question. Que reste-t-il de mes avant? Ai-je renoncé à tout ce que j'ai été pour devenir celle que je suis aujourd'hui? Une rétrospective s'impose. Alors, j'ai encore peur du monstre sous mon lit, mais les années m'ont appris qu'il ne se cachait pas toujours là.
Ça fait plus de 15 ans que je pleure devant la mort de Mufasa. Enfant, parce que j'éprouvais de la peine pour Simba. Aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. À l'adolescence, je pensais que ma mère ne comprenait rien à celle que j'étais. Avec le recul, je crois que je ne savais pas davantage qu'elle, et que, comme moi, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. J'ai toujours eu peur de prendre des risques, du changement de manière générale. Mais désormais, j'ai compris qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est jamais prêt. Vient juste un jour où on choisit de se lancer, voir ce que ça donne et improviser. Enfin, parce qu'il est temps d'expier mes péchés, j'ai été de droite. Oui, vous avez bien entendu. Tout comme j'ai été hétérosexuelle, en fait. Mais heureusement pour moi, la voix de la raison a su me ramener dans le droit chemin. Coucou Erwan. Avec un peu de recul, j'ai juste le sentiment que grandir se résume à acquérir assez d'expérience pour appréhender des situations de plus en plus complexes. Assez de connaissances pour nous appréhender nous-mêmes dans le monde qui nous entoure. Mais je m'interroge. Comme Val me l'a déjà fait remarquer, on ne se verra jamais vraiment. Soi-même, j'entends. C'est tout simplement impossible. La vision la plus directe que l'on peut avoir de soi n'est en fait qu'un reflet. Celui de notre miroir, la porte de notre micro-ondes, l'écran de notre téléphone. Au final, seuls les autres sont capables de nous voir. Mais là encore, jamais vraiment. Leurs visions de notre personne sont elles-mêmes que le reflet de leur expérience, leurs valeurs, leurs schémas. Bref. Du coup, on fait comment ? C'est la question que je me pose depuis que j'ai l'âge de réfléchir. Ça, le sens de la vie, la nature humaine. Et spoiler alert, je n'ai toujours pas de réponse à vous apporter, plus des séances de psy à prendre. Et là, vous vous dites, non Marie, tu ne vas pas nous abandonner là quand même, il nous faut une réponse. Eh bien si, tout comme mon papa, j'ai dû aller chercher. Allez, la bille jeune fou. C'est vraiment la conclusion, je peux pas. Merci Marie. Tu fais une conclusion un peu positive, un peu négative, et quand tu m'as proposé ce mot grandir, je me suis dit mais moi je préfère rester un enfant, je crois. Et toi ? Bah je suis un peu d'accord, mais je crois qu'on reste un peu enfant quand on grandit. Enfin il y a ce truc de, comme je disais, on conserve certains trucs de l'enfance et enfin je veux pas devenir un daron aigri et voilà quoi. Non mais bien sûr ça apporte des libertés, mais toi Val Bah oui, je trouve que c'est mieux de garder, c'est plus difficile, je trouve, en grandissant justement, de garder un émerveillement face à certaines choses, ce qui est dommage parce qu'avant on voit les choses et c'est soudain, enfin, je sais pas comment dire, c'est plus pareil, mais oui, ce serait bien de pouvoir garder ce sentiment à vie. J'avoue, plus on grandit, plus on a tendance à être un peu peut-être blasé des choses qu'on a déjà vues à répétition, alors que... Blasé, biaisé, où on considère... rien ne nous Abusé, surprend, ou... Ouais. Enfin, je veux pas noircir le tableau, mais c'est une âme à garder, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait grandir ce mois-ci ? J'ai lu un livre qui était très nul, mais la conclusion était très sympa. C'est tant que le café est encore chaud. Bon, là, la pub, elle donne pas envie de l'acheter, je comprends. Mais en gros, le pitch, c'est... C'est une brioche. Oui. Je trouve ça super drôle. Non, mais dans le café, il y a une chaise où on peut remonter dans le temps, mais peu importe ce qu'on fera dans le passé ou dans le futur, on le découvre après, on pourra pas changer le présent. Genre, ça restera dans tous les cas... les actes passés resteront comme ça. Mais je trouvais ça vachement intéressant parce qu'on voit l'utilité de remonter dans ses souvenirs, parce que les gens, ça leur change la manière d'appréhender le présent qu'ils ont. Parce qu'ils vivent une autre expérience dans le passé, qu'ils cherchent, certes, ça ne changera pas leur présent, mais voilà la manière d'appréhender le présent qui peut être différente. Et... Bref, je trouvais ça intéressant. Et vous, Hippo, Elias, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait grandir ? Moi, je dirais que voilà, j'ai eu la chance de visiter Washington DC, le musée de la Maison Blanche, le Capitole, le Lincoln Memorial. Et au-delà d'être le centre des États-Unis, le centre politique des États-Unis, c'est le centre politique du monde. Enfin voilà, on retrouve quand même des instances énormes. Comme j'ai dit, la Maison Blanche, mais il y a également le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il y a la Réserve fédérale américaine qui est l'équivalent de la Banque centrale américaine. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup marqué. Les news ce mois-ci, ça m'a un peu fait grandir, et l'administration également, le fait de moi-même gérer l'administratif, je suis un peu en mode je deviens une grande personne et je suis pas sûre d'aimer ça.
Alors dans cette chronique, on parle aussi du mot de la fin. Moi, il y a des peurs parfois qui me font grandir, et surtout quand on s'attaque aux mots. Selon le média en ligne 20 minutes, la Fondation nationale pour la science, qui est une fondation qui finance la recherche aux États-Unis, a fait passer une note qui incite les chercheuses à ne pas utiliser certains mots ou termes dans leur article pour s'assurer des subventions de cette agence. Parmi cette liste de mots, l'agence vous déconseille par exemple de parler de femmes, d'égalité, de climat, de trauma, de minorité, de personnes de couleur, d'inclusion, d'activisme ou de problèmes dits systémiques. Alors par exemple, dans ce podcast, parler de santé des femmes. Bah non, du coup. Parler d'inclusion au Grammy. Non. Parler de mes 20 ans comme d'un traumatisme. Ben non. L'activisme contre l'extrême droite néo-nazie. Ben non plus. Bref, à défaut d'avoir le mot de la fin, est-ce que vous pensez que l'extrême droite finira par avoir la fin des mots ? J'espère pas. J'espère pas, mais j'espère qu'ils nous donneront pas tort, quoi. C'est vrai qu'il y a une censure qui se met en place. Bah voilà, notamment en Floride, il me semble qu'ils ont interdit 1984, Hunger Games, parce que voilà, c'est des livres qui représentent des États totalitaires. Et voilà, il y a une résistance qui, si un jour il y a une résistance qui soulève, bah, elles peuvent renverser l'oligarchie en place. Donc ça fait peur à l'extrême droite. Il y a d'autres livres qui sont censurés, comme l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, qui montre qu'en fait, les États-Unis n'ont pas eu cette puissance qu'ils ont aujourd'hui grâce à une sorte de mini-oligarchie, mini-élite, mais grâce en fait à des millions de travailleurs. En droite, elle n'aime pas quand le collectif prime et elle préfère que les individus se montent les uns contre les autres, d'où cette censure qu'il y a. C'est notre rôle, nous, en tant que concitoyens, de se protéger les uns des autres et de faire en sorte de battre l'extrême droite. Et je ne pense pas, et j'ai foi quand même en nous, que l'extrême droite n'aurait pas la fin des mots. Je prie pour que jamais l'extrême droite ne finisse par avoir le dernier mot. À part pure pitié, c'est pas possible. En tout cas, moi, je crie à la censure du temps. Oui, parce que cet épisode touche à sa fin. Marie, Val, Hippo, Elias, Ben, merci beaucoup. Ctrl Z revient dans exactement 31 jours pour refaire le monde et l'actualité du mois de mars. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Des bisous. Bisous. C'est trop beau la censure du temps. And I ain't never gonna stop. Come on.